Je crois que ça va vous plaire. J'ai en effet remarqué que les vidéos où j'abordais des idées d'investissement étaient parmi les plus regardées de la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une idée d'investissement qui est peu abordée par ailleurs, ce sont les exchanges en bourse, c'est-à-dire les entreprises qui encaissent des commissions lorsqu'une transaction est effectuée sur les marchés. Et élément chiffré à l'appui, on va voir pourquoi ces échanges boursiers pourraient être des business supérieurs. Alors avant de commencer, pour citer mes sources, je vais vous mettre plusieurs graphiques qui vont défiler le long de la vidéo. Ce sont tous des graphiques qui sont issus d'un papier d'Horizon Kinetics dont je me suis inspiré pour cette vidéo. Alors, un échange en bourse, comment ça fonctionne finalement? Eh bien, ça joue un peu un rôle de croupier. C'est-à-dire que ça va encaisser des commissions sur toutes les transactions qui passent. Peu importe finalement que la bourse monte, que la bourse baisse, l'exchange, lui, il encaisse ses commissions de transaction. C'est donc une entreprise typée royalties. Les entreprises de royalties sont souvent des entreprises très intéressantes quand on recherche un investissement. C'était parmi d'ailleurs les investissements préférés de Warren Buffett. Effectivement, l'exchange en bourse va pouvoir encaisser des royalties, des commissions sur les transactions, sans avoir à effectuer vraiment d'investissement lourd. On avait parlé un peu dans une autre vidéo sur l'énergie, sur les mines, sur le pétrole, etc. Ces entreprises de royalties qui détenaient des terrains et qui facturaient des royalties pour que d'autres entreprises aillent forer dessus, eh bien, elles n'avaient pas les coûts lourds de machinerie, de forage, etc. Elles encaissaient juste les royalties. Eh bien, finalement, un échange en bourse, c'est un peu le même principe. C'est une entreprise de royalties. Alors, quels sont les 6 points pour lesquels ça peut être un business supérieur? Le premier point, ça va être une croissance persistante, une croissance historique longue. Par exemple, si on regarde aux États-Unis, que l'on prenne sur les 30 dernières années ou sur les 50 dernières années, la croissance du volume traité sur le New York Stock Exchange, elle a été plus importante que la croissance des profits des entreprises ou que la croissance du PNB. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est si au lieu de regarder aux États-Unis, on regarde au Japon, qui a eu un comportement sur les années contemporaines très différent des États-Unis, puisqu'on avait peu de croissance, voire de la décroissance avec une déflation. Et bien là, on voit que sur les 30 dernières années, depuis 1992, donc qui est la fin de la bulle japonaise, on a eu une croissance japonaise qui était de seulement 0,5% par an. Et pourtant, le volume sur la bourse de Tokyo, elle, a cru de 6,3% par an. Donc, on a une croissance qui est finalement supérieure au profit des entreprises et supérieure au PNB. Et ça, un peu dans tous les pays du monde. Donc, c'est le premier point intéressant sur les échanges. Le deuxième point, c'est que quand on le regarde, les échanges cotés, on a des ROE, des return on equity qui sont élevés. C'est assez propre à leurs caractéristiques d'entreprise de royalties, mais ça fait partie des critères intéressants pour rechercher des business supérieurs. Le troisième point intéressant, ça va être l'indépendance de corrélation et la persistance des profits en cas d'événements problématiques, d'événements défavorables sur les marchés. En fait, il est toujours intéressant d'avoir dans son portefeuille des actifs qui sont décorrélés du reste, décorrélés des actions en général, qui vont forcément plutôt chuter quand on aura des grosses récessions ou ce genre de problématiques. Si on a des actifs décorrélés dans un portefeuille, c'est bien. Et c'est encore mieux si on arrive à avoir des actifs qui ont une corrélation contraire. Eh bien, justement, si on regarde le comportement de ces échanges dans 4 scénarios de crise, on voit que lors des événements où on a eu les plus gros déclins des profits des entreprises, eh bien, le volume sur le New York Stock Exchange a à chaque fois augmenté ces 5 années-là. Si on prend un autre événement défavorable qui est les augmentations du VIX, donc l'indice de la volatilité, quand on a des pics d'indice de la volatilité, pareil, chaque fois sur les 5 occurrences, on a eu une hausse des volumes sur les exchanges. Autre événement, 5 années où on a eu une très forte inflation. Et bien là, sur 4 années sur 5, on a une hausse des volumes sur la bourse. Et enfin, si on prend 5 années avec des taux de la Fed particulièrement élevés, c'est pareil, 4 fois sur 5, on arrive à avoir une augmentation des volumes sur le New York Stock Exchange. Donc ce qui fait qu'on arrive à avoir des actifs qui arrivent à prospérer même dans les cas de crise qui font mal à votre portefeuille action sur le reste. Bon, c'est assez logique en fait, puisque même quand il y a des crises, potentiellement, ça peut augmenter
le volume de transactions sur les bourses, puisque les gens vont faire un peu plus de mouvements, il y a de la volatilité, donc ça implique des mouvements sur les bourses. Le quatrième point intéressant sur les exchanges, c'est qu'on a des sources de croissance potentielles en dehors de leur croissance naturelle. On voit qu'il y a de plus en plus de dérivés qui arrivent, les exchanges mettent de plus en plus de dérivés, de nouveaux produits. Dès qu'on voit quelque chose où il y a un certain intérêt de la population pour une tendance, pour un type d'actif, eh bien les exchanges vont mettre à disposition des moyens de les traiter et de plus en plus de produits dérivés qui font encore des commissions qu'ils encaissent en tant que croupiers. Le cinquième argument en faveur des exchanges, c'est que ça pourrait être une forme supérieure d'indexation. Si on regarde sur plusieurs pays le tableau suivant sur les 20 dernières années, on voit qu'en fait la performance cumulée des exchanges a la plupart du temps, et même dans chaque pays que j'ai là dans l'exemple, dans chaque pays développé, était supérieure à l'indice de référence du pays. Et ça va marcher aussi bien pour un pays leader comme les États-Unis que pour des pays comme Hong Kong ou la Grèce. La sixième chose qu'on peut dire, c'est qu'on a une compétition qui est potentiellement limitée, puisque les exchanges ont parfois un monopole sur leur pays, un monopole sur le produit. Alors même si on a parfois aussi plusieurs exchanges à un même endroit qui traitent des produits similaires, on a souvent des produits différents. On va avoir un exchange qui est plus spécialisé sur le Brent, d'autres sur le WTI, sur les matières premières. Donc on a un peu tout ça, ce qui fait que la compétition existe, mais même si elle n'est pas totalement monopolistique, on a une tendance à avoir une compétition qui est quand même assez limitée. Et enfin, le septième argument qui peut faire s'intéresser aux exchanges, c'est qu'on pourrait aussi avoir d'autres upsides asymétriques potentiels. Par exemple, Horizon Kinetics, que je citais au début de mon intervention, a une théorie en disant que sur le développement de la blockchain et des crypto-monnaies, finalement, plutôt que d'investir directement dans une entreprise qui est dans la blockchain et on ne sait pas si ça va être la bonne, la technologie qui va devenir leader, etc., investir dans les exchanges peut être un bon moyen d'en profiter, c'est-à-dire de profiter de l'upside potentiel sans avoir le downside. Alors, sans avoir le downside parce que finalement, les exchanges existent déjà sans nouvelles technologies, sans avènements de blockchain, de nouvelles cryptos, voilà. Et pour l'upside, c'est de dire si la blockchain avance, les cryptos se développent, il y aura des transactions qui vont finir par arriver sur les exchanges. On aura un peu plus de régulation et on voit qu'on commence à avoir des ETF, Bitcoin, etc. qui peuvent être validés. Donc les exchanges en profiteront et c'est une façon finalement de profiter de cet événement-là en captant une partie de l'upside sans avoir le downside. Et d'ailleurs, ils ont lancé un ETF qui s'appelle Blockchain bénéficiaire, un peu comme ils avaient fait, on en avait parlé dans une vidéo précédente sur leur ETF bénéficiaire de l'inflation qui était là pour vous couvrir de l'inflation. Et quand on regarde la composition, c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'il y a finalement dans ce ETF qui s'appelle Blockchain Beneficiaries beaucoup d'exchanges. Alors si on conclut, pourquoi finalement ces exchanges, ça peut être une bonne idée d'investissement et c'est pas bête d'en mettre un petit peu dans votre portefeuille. Alors au-delà des arguments qu'on a détaillés point par point, moi finalement, ce que je vois dans les exchanges, c'est à la fois une entreprise de royalties, donc avec tous ces avantages qu'on a déjà cités, et potentiellement une entreprise qui est un peu le vendeur de pelle qu'on dit en entrepreneuriat. Il y aura potentiellement dans les années à venir de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'investissement, qui font des transactions en bourse, des transactions sur les cryptos, et finalement les exchanges sont aussi potentiellement des vendeurs de pelle pour ça. Donc c'est en ça que ça peut être intéressant de se poser la question, est-ce que je ne dois pas avoir un petit peu d'exchange dans mon portefeuille boursier? Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit like. Je vous rappelle mes livres d'immobilier et de bourse que je vous mettrai dans la description de la vidéo pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous mets également des petits bonus gratuits à télécharger qui pourront vous aider dans vos investissements. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt sur le site web mes-investissements.net et sur la chaîne YouTube associée.